Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même? Moi aussi. Aujourd'hui, on continue sur notre élan avec MIP. Là, on va voir le chiffrement notamment et d'autres composants. Fait, je te laisse partir avec ça là, pour poursuivre où on avait laissé la dernière fois. Oui, tout à fait. La dernière fois, juste pour faire un petit retour sommaire, on a discuté de Microsoft Information Protection, pour ceux qui n'ont pas reconnu l'acronyme. Et c'est le service qui nous permet d'aller notamment créer des étiquettes pour éventuellement classifier des documents, des courriels. Et par la suite, lorsque cette classification-là est faite, ça va nous permettre aussi éventuellement de mettre en place des mesures de protection, comme le chiffrement, ou même juste de mettre en filigrane confidentiel, par exemple, pour un document confidentiel, ce genre de choses-là. Donc, on avait regardé la dernière fois comment est-ce qu'on peut aller créer des étiquettes et les publier pour que nos utilisateurs soient en mesure d'utiliser les étiquettes et les appliquer sur les courriels, les documents. On avait vu qu'il est possible de forcer les gens à le faire, les obliger à appliquer une étiquette, mettre en place des étiquettes par défaut sur les courriels, sur les documents, ce genre de choses-là. Et comme on avait discuté la dernière fois aussi, c'est le genre de projet pour une organisation qui va permettre de vraiment responsabiliser les utilisateurs quant à quelles données, quel type de données et d'informations qu'ils vont mettre dans un document, dans un courriel. Parce qu'on souhaite en fait là, faire en sorte que les gens se posent la question de quelle façon est-ce que je vais classifier ça et donc on vient donner une petite responsabilité là, de plus aux utilisateurs. Et ça vient en même temps les sensibiliser à quel genre de données ils vont faire circuler. Là. Évidemment, on avait aussi mentionné que ça peut facilement venir s'intégrer avec, étant donné qu'on est dans un univers Microsoft, avec les solutions de type Data Loss Prevention, comme vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui sont en mode vidéo. Ici, on a la section Data Loss Prevention, donc on peut tout aller intégrer ça pour éventuellement faire en sorte que ce soit impossible de partager un document SharePoint ou d'envoyer un courriel avec une certaine étiquette vers l'externe, vers un domaine externe. Donc, beaucoup d'avantages qu'on peut gagner là, à mettre en place tout ça, mais je le répète encore une fois, c'est le genre de projet qui nécessite d'un point de vue gestion du changement, quand même beaucoup d'efforts, étant donné qu'on va changer les habitudes de travail des utilisateurs. D'un point de vue technique, ça se gère. C'est un peu comme tous les différents services et fonctionnalités de sécurité de Microsoft 365. Ça se déploie quand même facilement, entre guillemets. Là. Mais celui-là en particulier nécessite une attention à tout ce qui est gestion de changement, formation des utilisateurs pour qu'on soit en mesure d'en tirer avantage le plus possible. Et je dis ça, mais évidemment, il y a moyen de faire en sorte, tout dépendant de votre niveau de licence, que le service applique automatiquement des étiquettes sur les documents, sur les courriels en fonction de ce qui est détecté. Mais le plus grand gain, là, étant donné que l'automatisation, il y a tout le temps une certaine marge d'erreur, évidemment, vient vraiment avec le fait qu'on sensibilise les gens puis qu'on les responsabilise face à tout ça. Donc, c'était mon introduction pour revenir dans le sujet d'Information Protection. Outil extrêmement puissant, mais qui doit être déployé avec une attention particulière pour les utilisateurs. Maintenant, si on repart où on en était, la dernière fois, on a surtout considéré, c'est ça, le déploiement, l'application, la publication d'étiquettes, plus dans une optique de classification et pas tant dans une optique de protection. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on regarde pour commencer, c'est plus le volet, justement, protection. Et qui dit protection dit surtout chiffrement et le comportement que ça va avoir et les différentes options qu'on peut avoir par rapport au chiffrement.
Donc, présentement, dans mon environnement de laboratoire, j'ai déjà quelques étiquettes de déployer, comme vous pouvez le voir. Les étiquettes sont en place. Et ici, bon, j'ai des tests Gabriel Tessier confidentiel, tests Gabriel Tessier encrypt only courriel. Donc, on va pouvoir aller regarder qu'est-ce que ça mange en hiver, ces étiquettes-là. Je vais rentrer dans Edit Label. Donc, vous voyez, il y a Publish Label aussi, juste pour faire un petit retour rapide là-dessus. Dans le fond, l'idée avec les étiquettes, c'est qu'on doit créer des étiquettes qui pourront être appliquées sur des courriels ou des documents. Mais lorsqu'on crée les étiquettes, les utilisateurs ne peuvent pas les appliquer encore. Il faut ensuite déployer une stratégie de publication d'étiquettes et puis publier ces étiquettes-là à un ensemble X d'utilisateurs pour que ces utilisateurs-là puissent appliquer l'étiquette. Donc ici, j'ai mon étiquette confidentielle de test. Vous pouvez voir qu'elle a été appliquée sur tout ce qui est fichier et courriel. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a moyen de faire des étiquettes pour à peu près tous les types d'objets qu'il y a dans Microsoft 365. Vous voyez ici qu'il y a Meeting, Groups and Sites. On peut appliquer des étiquettes sur des équipes, des groupes M365, des sites SharePoint, tout le volet gouvernance de la donnée aussi maintenant là, avec Purview. Vient aussi couvrir les volets SQL, Azure SQL, Synapse, etc. On n'ira pas là à travers l'épisode aujourd'hui. Parce que pour être bien honnête, c'est un volet que j'ai même pas touché. Je m'y connais. je parlerai à travers mon chapeau. Ouais, puis globalement, il est assez nouveau. Quand moi j'avais lâché prise sur la gestion active d'un tenant, on commençait à voir Azure SQL se pointer le nez, puis c'était en preview. Là, ça l'a augmenté de façon beaucoup plus large, ce que je peux constater. Là, moi aussi, j'admets ma méconnaissance de ces éléments-là à jour. Ça ajoute une couche de sécurité sur les données, ce qui est très pertinent dans les bases de données. Puis dans ce cas-ci, ben, c'est toutes la nature de celle-ci. Par contre, comme toute étiquette, ça demande une bonne connaissance en amont des données qu'on veut protéger, parce que si on y va au hasard, on risque d'avoir plus de problèmes que de solutions. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Puis, Microsoft, comme tu le dis, ont beaucoup avancé à ce niveau-là, puis je crois qu'ils continuent à travailler beaucoup dans cette direction-là aussi. Petite parenthèse, là. Puis probablement qu'on va avoir beaucoup de nouvelles par rapport à ça durant Ignite qui s'en vient sous peu. Mais je sais qu'il y a un nouveau service même là, qui ont développé qui s'appelle la Microsoft Fabric, qui va traiter typiquement encore plus spécifiquement de tout ça. Excusez-moi. Donc, pour en revenir ici, ben, mon étiquette confidentielle est appliquée seulement qu'au niveau des fichiers et des courriels. Excusez-moi. Au niveau des configurations ici, évidemment, étant donné qu'on vise à regarder tout le volet protection, ben j'ai coché ici Apply or Remove Encryption pour aller permettre la mise en place du chiffrement avec l'étiquette. Et Apply Content Marking pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il puisse avoir une filigrane en fond de document pour indiquer que c'est un document confidentiel, par exemple. Donc, du moment où on sélectionne le fait qu'on souhaite chiffrer un document ou un courriel avec l'étiquette, ben, ça nous offre des options par rapport à comment est-ce qu'on souhaite que l'étiquette applique ce chiffrement-là. Et ici, ben, il y a l'option que j'ai sélectionnée ici, Let users assign permissions when they apply the label, va faire en sorte que, ben évidemment, c'est l'option la plus permissive puis la plus simple, entre guillemets, pour les utilisateurs. C'est-à-dire que les gens peuvent par eux-mêmes décider du moment où ils appliquent l'étiquette à qui est-ce que j'autorise à déchiffrer le document ou le courriel. Donc, évidemment, ici, c'est plus une étiquette qu'on va déployer pour donner l'option aux utilisateurs s'ils considèrent que c'est un document confidentiel, de vraiment leur permettre, de leur donner la liberté de le mettre et de décider qui est-ce qu'il va pouvoir y avoir accès. Maintenant, si on souhaite être un peu plus rigide dans l'application de tout ça, il y a l'option Assign Permissions Now qui existe.
et évidemment qui implique plus de gestion et d'administration des étiquettes parce que dans le fond, ce que ça va faire en sorte, c'est que les utilisateurs n'ont aucun contrôle sur qui va pouvoir déchiffrer le document ou le courriel. Ça va être géré directement dans l'étiquette ici. Et vous voyez la section ici, Assign Permissions to Specific Users and Groups. Du moment où on utilise cette option-là, on doit, à même l'étiquette, aller identifier qui va pouvoir aller déchiffrer. Et évidemment, du moment où il y a une modification ou un changement qui doit être fait à ce niveau-là, ben, ça implique d'avoir des processus en place pour que un administrateur soit contacté, qu'il y ait des autorisations, des approbations de fait, probablement, pour qu'on puisse aller modifier l'étiquette, changer les autorisations à ce niveau-là. Donc, disons que pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va y aller avec Let users assign permissions when they apply the label. Au niveau courriel, il y a deux options par rapport au chiffrement. Il y a l'option Do Not Forward ou l'option Encrypt Only. Les deux options sont très similaires. La seule distinction, c'est que Do Not Forward va faire en sorte que lorsque l'étiquette est appliquée, ben, les gens ne sont pas en mesure de transférer le courriel. Donc, le courriel va rester dans la boîte de l'utilisateur et ne pourra pas non plus faire, comme vous voyez ici, une impression ou copier le contenu du courriel. Encrypt Only, c'est plus lousse, entre guillemets. Donc, les gens vont, le courriel va être chiffré, mais les destinataires vont être en mesure d'aller effectuer un transfert puis de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Ensuite de ça, pour tout ce qui est documents, le comportement est un petit peu différent. Il n'y a pas cette notion-là là, de Do Not Forward, Encrypt Only et tout ça. Tout ce que ça va faire, en fait, là, c'est que l'étiquette, lorsqu'elle est appliquée, ben vraiment, seulement que les personnes qui ont les droits qui ont été déterminés peuvent aller ouvrir le contenu là, du document. Oui, c'est assez granulaire les droits qui peuvent être donnés, que l'utilisateur peut appliquer. Ça, c'est autant c'est plus simple pour la mise en place comme ça, autant c'est une épée à double tranchant. Parce que les utilisateurs ont tendance à faire des affaires un peu bizarres dans ces contextes. Pour ce que, en tout cas, du moins de mon expérience, et se mettre dans le pétrin parce qu'ils sont plus capables de forwarder, ils sont plus capables de travailler ces documents parce qu'ils ont mis des permissions bizarres en pensant que c'était une super bonne idée. Puis finalement, ils apprennent en cours de chemin qu'il faut défaire et déconstruire un peu ce qui a été mis en place. Exactement. Puis c'est pour ça que je pense que je l'avais dit au dernier épisode aussi, mais je vais le répéter. Lorsqu'on va de l'avant avec une étiquette qui amène du chiffrement, c'est important de vraiment former les utilisateurs puis d'y aller avec parcimonie. Tu sais, j'ai des organisations dans le passé, par expérience, là, qui m'ont approché puis qui m'ont demandé d'aller vraiment mettre en place Information Protection dans l'optique de déployer du chiffrement pour pratiquement tous les documents de l'organisation et les courriels. C'est vraiment pas une approche qui, pour moi, c'est pratiquement invivable. Ça va amener trop d'impact. Faut y aller avec des besoins plus spécifiques où vraiment on sait que c'est des documents confidentiels et on souhaite vraiment mettre le chiffrement, mais de dire tous les documents plus internes de l'organisation qui sont pas nécessairement super confidentiels, on va appliquer du chiffrement, ça peut devenir compliqué très rapidement. Ici, j'ai ajouté la filigrane en arrière-plan de documents confidentiels. Donc ça va s'appliquer seulement qu'aux documents et non au courriel. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de faire de l'auto-étiquetage pour les courriels et les documents. Ça, c'est seulement possible avec une licence Microsoft 365 E5. Ici, je ne vais pas le mettre. On va le gérer de façon manuelle seulement. Et donc, voilà, c'est ce qui fait le tour de cette étiquette-là que j'ai déployée et que j'ai publié à moi-même dans mon environnement. Donc, maintenant, si je vais, par exemple, dans un nouveau document Word, vous allez voir que j'ai accès à, normalement, une étiquette que je ne vois pas présentement à l'écran. Attendez un petit peu.
C'est une nouvelle machine virtuelle. Des fois, il y a besoin de redémarrer les outils pour... vous voyez, ça vient d'apparaître. Donc, on voit mes différentes étiquettes qui ont été publiées sur mon compte. Et puis, celle qu'on vient de regarder, c'est test GT confidentiel. Donc, il y a moyen de mettre une couleur et puis là, un descriptif. Donc, ce que vous voyez quand je laisse le curseur dessus, c'est la description que j'ai mis au niveau de l'étiquette pour que les utilisateurs comprennent à quoi sert cette étiquette-là. Je répète encore une fois qu'on recommande typiquement de ne pas mettre plus que 5 étiquettes maximum. Normalement, public, interne, confidentiel, puis confidentiel avec chiffrement. Des fois, ça fait pas mal le tour. On veut pas se lancer dans trop d'étiquettes puis mêler les utilisateurs et à ce moment-là que les gens soient blasés là, à avoir à aller mettre des étiquettes puis qu'ils savent plus trop qu'est-ce qui sert à quoi. Donc, faciliter la prise de décision de l'utilisateur, finalement. Donc, si on y va avec mon étiquette confidentielle, vous voyez que, étant donné que je laisse les gens choisir qui peut avoir les autorisations de déchiffrement, il y a un pop-up ici qui s'affiche pour aller me demander d'indiquer qui peut lire ou qui peut effectuer des changements. Donc, par exemple, je pourrais dire que je sais pas comment faire un A commercial sur ma VM, ça va bien. En tout cas, je pourrais mettre une adresse qui m'appartient ici pour aller mettre en place l'autorisation. Il y a l'option More Options ici que vous voyez. Et là, je suis en anglais, évidemment, parce que ma suite Office est en anglais, mais si la suite Office de vos utilisateurs est en français, ça sera en français. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à la langue ici. On peut aller gérer les permissions directement ici à travers les options supplémentaires. Puis ce qui peut être intéressant au niveau des options supplémentaires, c'est qu'on peut faire expirer le document. On a plus de granularité par rapport à est-ce que je permets aux gens d'imprimer ou non. Est-ce que je permets aux gens qui ont les accès en lecture seule de copier ou non. Donc, et puis il y a la notion aussi d'ajouter une adresse courriel pour que un utilisateur puisse demander d'avoir la permission au document. Donc, souvent, c'est surtout l'expiration de documents qui peut être intéressante, là, faire en sorte que, oui, je donne accès, mais seulement pendant un certain temps. Là, vous voyez ici que ça vient d'embarquer avec un petit délai, là. Mais étant donné que dans ma stratégie de publication d'étiquettes, si je suis capable de retourner dans Edge. Voilà. Dans ma stratégie de publication d'étiquettes, je pense que c'est celle-ci. Non, c'est ça, c'est l'autre en dessous. Bon, les noms que j'ai donnés sont pas super parlants. Ah, c'est ça. On voit ici dans ma stratégie de publication qu'on a test GT confidentiel. Donc, j'ai publié cette étiquette-là. Si on regarde à l'intérieur de ma stratégie de publication, j'ai indiqué c'est peut-être une autre, là. Bon, excusez-moi, c'est pas super clair parce que j'ai trop de stratégies dans mon environnement de démonstration. Mais tout ça pour dire que ici, on peut aller mettre un require users to apply a label to. Là, je suis dans la section email. Au niveau document, il est à non en ce moment, mais on peut faire en sorte que les gens soient obligés d'avoir avoir une étiquette au niveau de leur courriel, de leur meeting, Power BI, etc. Donc, on peut forcer les gens à appliquer une étiquette. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Your organization requires you to label this document before editing. Donc, c'est le comportement qu'il va y avoir si on force les gens à mettre en place une étiquette. Souvent, ce qu'on va recommander, c'est de faire en sorte que ce soit forcé autant pour courriel que pour document, mais qu'on applique par défaut une étiquette au courriel, typiquement, étant donné que les gens vont avoir tendance à créer beaucoup plus de courriels à travers une journée qu'un nouveau document. Donc, de mettre une étiquette par défaut, peut-être interne, dépendamment de votre organisation, est-ce que les gens ont plus tendance à s'écrire plus à l'interne ou s'il y a beaucoup de communication avec l'externe, on va s'ajuster en fonction de ça, là, au niveau de l'étiquette qui est mise par défaut sur les courriels.
Et puis, de forcer aussi la mise en place d'une étiquette sur les documents, mais de pas nécessairement mettre une étiquette par défaut, étant donné que typiquement, il y a beaucoup moins de documents qui sont créés par un utilisateur à travers une semaine que de courriels. Donc, de faire en sorte que les gens aient plus à se poser la question là, par rapport aux documents, à savoir, OK, c'est quel type de données qu'il y a dedans. Donc, dans ce cas-ci, si je mettais le même, il y aurait le même comportement. On me demanderait encore là, d'aller ajuster qui peut déchiffrer le document. Donc voilà pour mon Word. Si on regarde un petit peu côté courriel, ça ressemble à quoi? Ben, on a encore là le bouton ici qui me permet d'aller appliquer une étiquette. Et ici, j'ai pas la notion de décider qui peut aller déchiffrer ou non, parce que dans le fond, le comportement, c'est que tout le monde que je vais mettre en destinataire du courriel va avoir l'accès. C'est comme ça qu'il le gère. Le courriel va être chiffré, puis ils seront pas en mesure d'aller faire un forward. Donc, par exemple, si j'envoie ça à mon adresse personnelle corporative, test chiffrement do not forward, testing 1, 2, 1, 2. C'est parti, puis là, à ce moment-là, je vais vous partager le comportement de quelqu'un qui reçoit ce genre de courriel-là. Du moment où je l'ai. Profiter pour souligner le fait que dans un environnement pur Microsoft, tout est relativement transparent. C'est-à-dire que l'envoi et la réception se fait comme si c'était bien intégré. Quand on sort de l'environnement Microsoft, là, ça vient un peu changer la donne. Dans des environnements comme Google, par exemple, dans Gmail, il y a une intégration qui est faite, donc c'est assez facile de le faire, de poursuivre. Et quand on tombe dans des environnements non supportés par Microsoft, dont si on a des plateformes tiers, à ce moment-là, on est dirigé vers un portail de Azure Information Protection qui nous permet d'accéder et de lire le dit courriel dans ces circonstances-là avec certaines façons de s'authentifier puis de rentrer à l'intérieur. Ce qui rend ça moins fluide comme expérience, mais assure la protection des informations à la hauteur que c'est voulu. Exactement. Puis, je l'avais déjà mentionné aussi dans un épisode il y a quelques mois de cela, donc je vais le répéter, mais le comportement aussi du chiffrement, par défaut, si on envoie d'une boîte Exchange Online à une autre, bien, ça va faire en sorte que par défaut, l'utilisateur qui reçoit le courriel chiffré va pouvoir avoir accès au courriel déchiffré à même son client Outlook. Cela dit, il a été décelé il y a quelque temps de ça que le protocole de chiffrement qui est utilisé par Microsoft est vulnérable. Donc, la recommandation pour ne pas être assujetti à ça, dans le fond, c'est de faire en sorte qu'on force les gens à passer par le portail sécurisé d'Office pour pouvoir déchiffrer le document. Parce que dans le fond, ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas que ça vient sécuriser le chiffrement, mais dans le fond, le courriel ne part pas, il reste au niveau du portail, donc il n'y a pas moyen de l'intercepter. Il faut que la personne aille se connecter dans le portail pour aller consulter le courriel. J'ai reçu le courriel de mon côté. Je vais... nous, dans notre environnement de démonstration, on a mis en place justement le fait que on force l'utilisation du portail sécurisé. Donc, je vais vous montrer le courriel ressemble à quoi. Ça, ce sera pas super beau parce qu'on a personnalisé un petit peu là, le contenu, mais en gros, parce qu'il y a moyen de personnaliser le branding et tout ça, puis mettre votre image de marque là, à travers le courriel de notification qu'on a reçu un message chiffré. On a fait de quoi d'un petit peu boboche là, pour tester le rebranding. Donc, on peut changer les couleurs, etc. Ça envoie un courriel qui indique que vous avez reçu un message protégé et l'utilisateur doit par la suite aller au niveau du portail sécurisé avec
avec ce lien-là. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est que je vais copier le lien puis je vais retourner dans ma machine virtuelle pour y accéder. Donc, je vous repartage ma VM. Je vais faire semblant que je suis un utilisateur X qui rentre dans son browser avec le lien qui a été partagé. Et donc, vous voyez, mon utilisateur a envoyé un courriel chiffré, il faut se connecter pour pouvoir accéder au message. Là, il y a moyen d'aller se connecter avec un compte organisationnel de Microsoft. Là, j'ai le SSO là, de mon organisation qui vient d'arriver, mais en gros, ce que ça va donner, c'est que ça va m'amener sur le portail sécurisé. Là, ouais, évidemment, étant donné que je suis sur un compte organisationnel de mon organisation, là, ça me demande d'aller ajouter un consentement Azure AD. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir certains enjeux avec un compte organisationnel parce que dans le fond, il faut qu'il y ait des autorisations de données au niveau du portail dans les applications enregistrées dans Azure AD. Donc, il y a certaines technicalités comme ça qui peuvent arriver. Si je reviens au niveau de mon lien, je vais essayer, avant que le SSO embarque, là, de cliquer sur l'autre bouton pour avoir un lien OTP plutôt, là. Un code à usage unique. Juste pour vous montrer ça ressemble à quoi quand on se rend au bout de tout ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'option qui arrive typiquement quand on n'a pas un compte organisationnel. Si on envoie un courriel chiffré à quelqu'un qui a un compte Gmail, Hotmail ou peu importe, ben à ce moment-là, il va y avoir la nécessité d'un one-time passcode pour pouvoir accéder au courriel. Donc, de mon côté, là, je ne vous repartagerai pas de l'autre côté, mais j'ai reçu un courriel avec mon one-time passcode que je viens de copier ici. Puis encore là, ça, c'est tout le branding qu'on a changé là, dans notre contexte à nous. Et au final, on a le courriel chiffré dans le portail sécurisé. Et là, étant donné que j'ai mis le fait qu'il y avait un Do Not Forward, ça vient indiquer ici Recipients can't forward, print or copy content. Je peux faire un reply. Forward et print sont grisés ici, donc j'ai pas moyen d'aller transférer ça à quelqu'un d'autre. Puis si je fais un reply all, ben je peux pas ajouter là, non plus de destinataire. Donc à même le portail, il n'y a pas vraiment moyen de contourner les restrictions qu'on a été mettre en place. Donc, voilà pour le volet courriel. Maintenant, du côté du document, je vous ai pas montré la filigrane, ça donnait quoi, mais en gros, c'est juste que il y a moyen d'aller tout personnaliser là, qu'est-ce qui va apparaître en filigrane, que ce soit en arrière-plan du document ou en en-tête ou dans le bas du document, la grosseur des caractères, etc. Tout ça est personnalisable. Donc, il y a un paquet d'options là, pour gérer tout ça. Donc voilà pour le volet plus protection avec les étiquettes. Évidemment, si on utilise de l'auto-étiquetage, encore là, faut faire très attention encore plus là, parce que si on vient mettre en place des étiquettes automatisées qui viennent mettre en place du chiffrement, ben c'est encore plus dangereux parce qu'on peut se bloquer et avoir des impacts assez substantiels dépendant comment qu'on l'a déployé. Ça vous donne une idée de comment ça peut fonctionner. Maintenant, si on va regarder le prochain point, on avait parlé sommairement là, la dernière fois de tout ce qui est Scanner Information Protection. Quand je parle de Scanner Information Protection, dans le fond, Information Protection va permettre de déployer, si vous allez dans les paramètres à gauche, si vous voyez Information Protection Scanner, de déployer un scanner sur des serveurs on-prem afin d'aller valider les documents qui sont présents
au niveau de serveur de fichiers de votre organisation. Donc, c'est une option qui vient avec Information Protection. Lorsqu'on déploie ça, ben, il y a tout plein d'options, encore une fois, par rapport au comportement du scanner. Notamment, là, on peut aller classifier les documents selon ce qui est scanné ici. Pour être en mesure de déployer le Information Protection Scanner, ben, il faut installer sur le serveur. Là, je suis sur ma VM et tout ça, j'ai pas un serveur à part là, que j'ai été configuré pour ça. Mais il faut installer ce qu'il appelle le Azure Information Protection Unified Labeling Client. Un nom à coucher dehors pour, dans le fond, être capable d'aller scanner le contenu des documents puis appliquer des étiquettes en fonction de ce qu'on a déployé dans Information Protection. Donc, pour ça, c'est pas très compliqué. Là. On va juste chercher le Azure Information Protection Unified Labeling Client sur le site ici de Microsoft. Typiquement, ça, c'était le client qui était utilisé pour aller appliquer des étiquettes sur les documents, sur les courriels par défaut avant. Maintenant, Microsoft a intégré tout ça avec ce qu'il appelle le built-in labeling client là, d'Office 365 dans la suite Office directement. Donc, peut-être que vous êtes dans ce cas-ci, si Information Protection est déjà déployé dans votre organisation depuis des années, c'est quand même un service qui date. Là. Donc, ça se pourrait là, que vous avez ce add-in là, d'installer pour pouvoir mettre en place des étiquettes. Maintenant, on en reparlera rapidement un petit peu plus tard, mais Microsoft recommande de vraiment migrer vers le nouveau client built-in. Mais pour le scanner, tu n'as pas le choix d'avoir ça sur ton serveur ou tes serveurs, dépendamment du volume de données que vous avez à scanner. Il n'y a pas le choix d'avoir ça pour le scanner. Donc, une fois que c'est installé, je l'ai déjà installé ici sur ma machine virtuelle. Ben, après, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement d'aller directement dans le paramétrage, ici, se configurer un cluster. Donc, mettons que je m'en crée un test Polysecure. On a un cluster qui a été créé ici. On s'en va dans Content Scan Jobs où on va aller configurer le scan, justement, un travail de scan au niveau de certaines destinations. Encore une fois, test scan Polysecure, par exemple. Je vais sélectionner mon cluster test Polysecure. Et là, on a tout plein de paramètres disponibles pour mon travail de scan. On peut faire en sorte que ce soit manuel, donc qui s'exécute juste que manuellement on va l'exécuter, ou on peut mettre un always qui va faire en sorte qu'il s'exécute constamment, dans le fond, là, puis qui va faire des scans automatisés au niveau de l'endroit où je vais configurer mon scan. Allons-y avec manuel pour l'instant. Info types to be discovered. On peut aller choisir les différents types d'informations qui vont être détectées. Donc, si on met all, ben c'est tout ce qui est type d'informations sensibles de Microsoft 365 va pouvoir être découvert. Et si on y va avec policy only, c'est juste qu'est-ce qui a été configuré au niveau de mes étiquettes en tant que telles. Treat recommended labeling as automatic. Dans le fond, on va faire en sorte que les étiquettes qui sont recommandées soient automatiquement classifiées. Enable DLP, il y a moyen d'intégrer ça encore une fois avec le DLP de Microsoft 365. Enforce Sensitivity Labeling Policy, c'est qu'on va encore une fois forcer l'application de mes étiquettes de sensitivité. Label files based on content. Ça, dans le fond, c'est qu'on peut aller faire en sorte que on vient permettre ou non l'application d'une... même s'il détecte rien, dans le fond, il va aller mettre une étiquette pour dire ben ça a été scanné. Là, donc, il y a moyen d'aller faire ça pour valider que le scan c'est bien fait et tout ça. Et on peut identifier c'est quoi l'étiquette par défaut qui va être appliquée, même s'il ne détecte pas de type d'information sensible en particulier dans le document. Relabel files,
c'est qu'on lui permet ou non d'aller réappliquer une étiquette par-dessus un document qui avait déjà une étiquette. Donc, vous voyez que ça peut quand même aller assez loin à ce niveau-là. Preserve date modified, last modified and modified by, ça dit ce que c'est. Puis ici, on peut aller inclure ou exclure des certains types de fichiers. Donc, souvent, on va y aller avec un mode en exclusion comme que c'est là par défaut. Et valider, bon, c'est qui le default owner de ce qui est scanné ici. Donc, en gros, ça fait pas mal le tour des options disponibles pour les jobs de scan ici. Puis une fois qu'on a créé notre job, ce qu'on va vouloir faire, ben, c'est évidemment d'aller y indiquer où est-ce qu'on veut qu'il scanne. Donc, là, je cherche mon onglet. Ah oui, c'est ça, il est ici maintenant. Ça a changé. Avant, ça se configurait tout dans le portail Azure, puis ils ont tout migré ça dans le portail de compliance. Donc, ça devient encore plus intégré. C'est intéressant d'avoir à gérer tout ça juste à un seul endroit. Mais vous voyez, bon, il y avait dans l'onglet général toute la configuration du scan, puis il y a l'onglet Repositories où on va aller indiquer où est-ce qu'on souhaite que le scan se fasse plus précisément. Donc, on va y indiquer un path. Évidemment, l'enjeu ici, là, c'est qu'il faut que les accès soient octroyés partout ce qu'on souhaite que le scan se fasse pour que ça puisse se faire, évidemment, là, sans quoi il va bloquer. Et puis là, il y a moyen d'aller, encore une fois, y aller avec le default qui a été configuré au niveau du content scan ou modifier le comportement de certaines choses pour mon repository. Donc, excusez-moi, j'ai pas de serveur de fichiers pour effectuer le test, mais en gros, ce que ça va faire, c'est que du moment où on a configuré tout ça, ben évidemment, on peut le lancer manuellement, puis tout ça, ça va se faire via PowerShell. La documentation donne les informations par rapport à ça, mais en gros, si je vous montre rapidement, là, ça ressemble à quoi cette section-là. C'est très simple à déployer par rapport à comment on le déploie côté PowerShell. Là. Microsoft va quand même bien documenter comment déployer tout ça ici. Mais en gros, il faut avoir un token pour le scanner. Et puis par la suite, c'est ça, on peut aller configurer un paquet de choses là, par rapport à l'application d'étiquette ou non. Mais run the AIP scanner configuration, il y a moyen d'aller mettre ça en place pour aller dire on veut configurer l'ensemble de l'œuvre via PowerShell ou via le portail en ligne. Puis il y a moyen de le faire tout par PowerShell si vous êtes plus à l'aise là, via PowerShell. Donc ça, c'est une autre option. Je suis en train de chercher la commande pour exécuter le scan. Ouais, c'est ça ici. Tu as moyen de faire un Start AIP Scan diagnostic pour avoir une idée de si ça aurait fonctionné, si tout est bien configuré et tout ça, s'il manque des accès ou non. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Après ça, une fois que tout est fait, on peut faire un Start AIP Scan quand on est en mode manuel pour aller faire en sorte que ce soit lancé manuellement ici, comme c'est indiqué ici, là, to start a one-time scan cycle. Suite à ça, les informations apparaissent directement dans le portail ici pour être capable de voir au niveau de mon Content Explorer et tout ça, qu'est-ce qui a été détecté dans la job. Puis il y a des logs aussi directement au niveau du scanner, du serveur de scan pour voir qu'est-ce qui a été détecté, combien de fichiers avec certains types de données sensibles ont été décelés, etc. Donc, à haut niveau, le scanner, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dirais que pour l'avoir implémenté dans quelques organisations, typiquement, ça pose pas trop de problèmes. Le plus gros enjeu, souvent, c'est d'aller gérer l'octroi d'accès à tout ça pour que ça fonctionne bien.
Donc voilà pour le volet scanner. Pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, c'est possible d'aller scanner tout ça. Et là, comme vous voyez en haut ici, là, c'est pour tout ce qui est Network Shares, SharePoint, des librairies de documents SharePoint aussi, et tout ça, ça peut fonctionner pour ça aussi. Maintenant, si on en revient pour conclure au volet Azure Information Protection Labeling Client versus celui qui vient maintenant built-in avec la suite Office. Pour votre information, la différence entre les deux, dans le fond, puis pourquoi j'en parle aussi, là, c'est que le Azure Information Protection Labeling Client, ce qui va permettre, c'est là, je l'ai d'installer ici sur ma machine virtuelle. Je ne l'ai pas testé encore, mais normalement, ça devrait me permettre de vous montrer ce que je veux vous démontrer. Si mon explorateur peut bien s'ouvrir. Surprise, surprise. Ah ah! OK. Ou en fait, je vais utiliser directement ici pour me créer un document Word. Test Polysecure. Parfait. Show more options. Il devrait me... Et voilà. Vous voyez, avec un clic droit sur un document, lorsque le Information Protection Labeling Client est installé, on a l'option Classify and Protect. Ça, on ne l'a pas avec le client built-in. Le client built-in fonctionne très bien pour tout ce qui est documents de la suite Office et courriel. Maintenant, j'ai vu des contextes, puis c'est pour ça que je prends le temps de le mentionner ici. Certaines organisations qui souhaitaient faciliter le changement d'étiquetage et tout ça à leurs utilisateurs, notamment pour tout ce qui est PDF aussi. Là, j'ai fait un Word pour tester, mais pour PDF, c'est le même principe. On a Classify and Protect ici qu'on peut cliquer et qu'on peut aller gérer, dans le fond, il y a un petit lag encore, là, mais c'est ça. On peut aller gérer à partir de là les permissions, les autorisations, les étiquettes mis en place sur des documents. Donc, vous voyez ici, pour mon document Word, je peux aller changer là, les étiquettes ici. Ça ici, je vous dirais que c'est surtout utile pour tout ce qui est documents de type PDF, justement, où ça devient un peu plus compliqué de gérer l'étiquetage. C'est souvent un type de fichier pour lequel c'est très utile là, d'avoir des étiquettes. Souvent, pour les organisations PDF, c'est assez essentiel comme type de fichier. Est-ce que c'est possible d'utiliser le client built-in pour pouvoir déployer, gérer des étiquettes sur des documents PDF? Oui. Par contre, il y a certaines restrictions. L'intégration se fait bien avec Acrobat Pro. Donc ça, il y a un partenariat là, entre Microsoft et Adobe pour permettre ça. Maintenant, si vous n'avez pas de licence Acrobat Pro puis que vous utilisez d'autres types, d'autres solutions là, pour gérer vos PDF et tout ça, ça peut devenir plus compliqué. C'est pour ça que cet agent-là peut être utile pour vos utilisateurs pour gérer les étiquettes sur des documents PDF. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on installe l'agent Azure Information Protection sur le poste d'un utilisateur, là, curieusement, ça ne me l'a pas fait sur ma machine virtuelle. Donc, peut-être que le comportement par défaut a changé, mais je mentionne comme quelque chose à valider si vous le faites dans votre organisation. Mais si j'ouvre mon document Word, il m'est arrivé des situations où le client Azure Information Protection va s'activer dans ma suite Office, puis dans le fond, écraser là, le client built-in. Ça, on ne souhaite pas ça, parce que le client built-in, pour tout ce qui est suite Office, puis Outlook, courriel, etc., c'est le client qu'on souhaite utiliser. C'est lui qui est maintenu, parce que si vous regardez la documentation pour le Azure Information Protection Labeling Client, il n'est plus maintenu depuis 2024. Il est déconseillé, mais Microsoft indique dans la documentation, utilisez-le si c'est vraiment nécessaire pour certaines fonctionnalités que votre organisation a besoin puis qui ne fonctionnent pas encore avec l'autre client. Donc, c'est un petit peu là, l'exemple que je viens de vous donner pour les PDF. Il y a des scénarios un petit peu plus niches comme ça
où on a besoin encore du vieux client. Mais de manière générale, on souhaite quand même préserver l'utilisation du client built-in parce qu'il y a un paquet d'avantages. Toutes les nouvelles fonctionnalités fonctionnent mieux avec le client built-in. Puis un des gros points aussi, c'est que le client Azure Information Protection peut être désactivé. Donc, si on veut forcer les gens à avoir à appliquer des étiquettes, ben on souhaite pas utiliser le vieux parce que ça peut juste être désactivé. Si vous tombez dans un scénario où le client Azure Information Protection vient écraser l'autre, c'est juste une question d'aller dans les add-ins, le désactiver. Donc là, vous voyez, dans mon cas, il est pas actif. Et puis ça, ces add-ins-là, ça peut se gérer via Intune, via GPO si vous êtes dans un contexte où vous avez un domaine on-prem. Donc, vous pouvez simplement installer le client Azure Information Protection à vos utilisateurs pour qu'ils puissent gérer plus facilement les PDF si vous n'avez pas Acrobat Pro et aller désactiver la add-in via GPO pour s'assurer que le client built-in reste bien celui qui est utilisé au niveau de la suite Office. C'est un peu spécifique, mais c'est un cas que j'ai vu souvent, selon mon expérience, comme étant nécessaire pour être capable de gérer comme il faut les PDF. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour des points que j'avais pour vous aujourd'hui pour Information Protection. Très intéressant. Des outils très, très puissants et très dangereux également, là, si mal utilisés. J'essaie d'être prudent. Moi, j'ai eu, en tout cas, tu l'as relaté, mais moi aussi, je n'ai vu plusieurs cas des utilisateurs qui se sont peinturés dans le coin, qu'il faut aller dépêtrer après, puis c'est un peu compliqué. Puis je profite pour rappeler aussi que les étiquettes sont autoportantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de console centrale qui vient modifier une fois qu'elles ont été appliquées sur les documents. Ça, c'est un bon point. Puis je pense que les utilisateurs ne comprennent pas. Ils pensent que là, on peut faire de la magie avec nos affaires. Non, les informations sont dans le document. Puis pour l'avoir eu à débugger, c'est toutes des métadatas qui sont mis dans le document qui permettent de retracer la clé qui est stockée dans Azure AD, dont le fait, quand tu as la démonstration tantôt, quand tu ouvres un autre document qui arrive d'ailleurs, il demande des connexions Azure AD parce qu'il y a un petit pairage, ben les clés s'échangent comme ça. Fait que la petite magie comme ça en arrière qu'il faut quand même peut-être pas expliquer la magie au complet aux utilisateurs, mais comprendre qu'il y a il peut y avoir des petits effets de barre comme ça par surprise qui viennent justement changer le comportement qui est présumé par les utilisateurs. Non, c'est un excellent point, ça, c'est vrai. J'ai vécu le cas aussi de des administrateurs que, typiquement pour le chiffrement, qui vont changer une étiquette dans le portail d'administration pour ajouter une autorisation, puis ils se rendent compte finalement que tous les documents qui avaient l'étiquette déjà d'appliquer puis qui ont été envoyés, ça change rien à ce niveau-là. Il faut aller changer les autorisations directes dans les documents. Donc, en effet, c'est pas trivial à gérer une fois qu'on tombe dans un scénario comme ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est important de planifier d'avance et d'y aller doucement puis avec maîtrise. En E5, il existe des outils pour relabeller les changements d'étiquette, mais encore là, c'est pas une approche qui est nécessairement très robuste. C'est mieux de le prévoir d'avance, les étiquettes, et quitte à décommissionner des étiquettes qu'on ne veut plus utiliser au lieu d'échanger. Parce que changer ne change pas, c'est pas rétroactif, c'est vraiment dans le futur. Fait que ça crée des présomptions. Mais bref, oui. Ouais. Je l'ai pas montré non plus à travers l'épisode, mais tu sais, pour des cas où on a quelqu'un qui applique du chiffrement et tout ça, un utilisateur qui applique du chiffrement, puis qui quitte l'organisation, par exemple, ben il y a toujours moyen là qu'on puisse accéder à ces documents-là. Les administrateurs généraux Microsoft 365 peuvent s'activer via PowerShell un droit qui s'appelle Super User, si je me souviens bien. Puis c'est très simple, là, c'est juste une question de faire une commande PowerShell pour s'activer ça. Et du moment où il s'active ce rôle-là qui n'est pas actif par défaut, ben ils vont pouvoir aller déchiffrer l'ensemble des documents là, de l'organisation sans problème. Donc ça se gère. Évidemment, on recommande de ne pas laisser ce rôle-là actif en tout temps, juste de l'activer au besoin s'il y a urgence. Ouais, pour sortir du pétrin. Mais excellent, mais je te remercie énormément. C'est toujours très intéressant, ces tours d'horizon-là de ces outils-là. Ils sont très puissants, mais en même temps, c'est bien de justement d'en faire le tour pour être capable d'en voir les subtilités. Et au passage, partager un peu nos expériences pour éviter des malheurs chez d'autres compagnies, d'autres personnes. Tout
Tout à fait, exactement. Puis on recommande, c'est ça, comme Nicolas l'a dit, d'y aller avec maîtrise, aussi de tester les différents scénarios. J'ai pas touché au volet mobile ni fait de démonstration mobile, mais ça aussi, c'est un cas qu'il faut garder en tête. Des fois, il y a beaucoup d'utilisateurs qui consultent des documents en mode mobile, puis avec les étiquettes, il peut y avoir parfois des comportements un peu étranges du côté mobile. Selon mon expérience, c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc, de bien s'assurer que ce qu'on déploie fonctionne pour les différents cas d'utilisation qu'on souhaite avoir dans notre contexte. Oui, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée.